C'est l'heure de votre JT sur Val-de-Loire TV, présenté ce soir par Faustine Luneau. Bonsoir Faustine. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. Pluie et grisaille accompagneront cette journée de jeudi en Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher. Des températures en hausse. La minimale sera de 8 degrés et la maximale de 12 degrés demain après-midi. À la une, ce soir, 36 offres de reprise déposées pour Brandt. Mais seule une poignée d'entre elles proposent de reprendre des salariés. La plupart ne s'intéressent qu'au stock et aux marques du groupe. Record de fréquentation pour Fil Bleu en 2025. Les transports en commun de la métropole tourangelle ont comptabilisé 46 millions de voyages. Gros succès des samedis gratuits. Notre invité sera Philippe Roinjard, le président de l'Université de Tours. Il nous parlera des difficultés budgétaires que connaît l'institution et reviendra sur les projets pour 2026. Et puis le congé menstruel considéré illégal par l'État. Les collectivités sont sommées de retirer cette autorisation spéciale accordée à leurs agentes. Mais du côté de la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire, on fait de la résistance. Et puis la question du soir dans notre rubrique On vous répond, aide aux parents, c'est quoi les mardis spaghettis? On posera la question à Elisabeth Malice, la directrice de la CAF Touraine, qui sera sur notre plateau. Mais d'abord, à la une de notre JT ce soir, 2 mois après la liquidation du groupe Brandt, les offres de reprise ont été dévoilées. Et il n'y en a pas moins de 36. Attention, toutes ne proposent pas de reprendre des salariés. Au contraire, la plupart ne s'intéressent qu'au stock et aux marques de l'ancien fabricant d'électroménagers. On fait le point avec Léa Turquier. 36 offres de reprise avec des propositions très différentes les unes des autres. Ce qui intéresse, ce sont surtout les marques et les stocks. CAFOM, distributeur d'équipements de la maison en Outre-mer, a déposé l'offre la plus haute, 31 millions d'euros pour reprendre l'immobilier des sites d'Orléans et de Vendôme, les 4 marques Sauterre, de Dietrich, Brandt et Vedette et l'intégralité des stocks. Le groupe Fnac Darty a quant à lui déposé une offre de 2,9 millions d'euros pour racheter des marques mais aussi une partie de la marchandise. Les oubliés dans les propositions, ce sont les salariés. Uniquement 4 offres les concernent et celles-ci visent notamment le site d'Orléans, comme avec le projet de Stéphane Français. L'homme d'affaires à la tête de Metavisio, Thomson Computing, ambitionne la fabrication de produits informatiques sur le site de Saint-Jean-de-la-Ruelle avec l'emploi de 150 salariés. Malheureusement, loin des 700 laissés sur le carreau à travers les 4 sites liquidés. La commune de Cergy-Pontoise et la région Île-de-France ambitionnent, elles, de reprendre le site Brandt situé en région parisienne en conservant 85 salariés. Quant à Martin Hackpil, l'entrepreneur breton venu visiter l'usine vendômoise cette semaine, son offre concerne une reprise de matériel à hauteur de 25 000 euros. Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à ce que les liquidateurs rendent leur décision. L'attente peut encore durer plusieurs semaines. Justice, à présent, le médecin du centre hospitalier de Blois accusé de 2 agressions sexuelles était jugé aujourd'hui. Le tribunal correctionnel a été jugé hier. Le tribunal correctionnel blésois l'a condamné à 2 ans de prison, dont 1 an sous bracelet électronique pour des faits qui s'étaient produits en juillet 2020 sur 2 patientes, chacune au cours d'une échographie. Il a également été interdit d'exercer sa profession pendant 3 ans avec exécution provisoire, mesure qui s'applique donc immédiatement. Même si l'accusé décide de faire appel, il a 10 jours pour se prononcer. Et toujours en justice, on apprend de nos confrères de la Nouvelle République que les 2 policiers municipaux de Tours condamnés en première instance à 4 mois de prison avec sursis pour des violences commises lors d'une interpellation rue de Bordeaux en mai 2025 ont décidé de faire appel de leur condamnation. Ils restent suspendus de leur fonction à titre provisoire, mais sont toujours présumés innocents jusqu'à leur second procès. 2025 signe un record de fréquentation des transports en commun dans la métropole de Tours. Avec 46 millions de trajets, Fil Bleu totalise sa meilleure année. C'est environ 4% de plus qu'en 2024, qui avait déjà battu le précédent record, et 11% de plus qu'en 2023. Alors une hausse notamment due aux opérations samedi gratuits, fortement appréciées par les Tourangeaux. Romain Delville. 19 460 000 voyages en tramway, plus 2% par rapport à 2024. 26 millions et demi de voyages en bus, plus 5,4% par rapport à l'année précédente. Les Tourangeaux ont plébiscité les transports en commun l'an passé. La fréquentation totale est de 46 millions de voyages. Je ne veux pas venir en ville avec ma voiture, parce que ça, j'y viens pas, j'habite à Saint-Pierre-des-Corps, et je n'ai jamais en ville avec ma voiture, jamais, au grand jamais. Je fais le trajet tous les jours, donc matin et soir, pour aller en cours. Et le point négatif, je peux posséder, le point négatif, c'est qu'il n'y en a pas le week-end qui passe à côté de chez moi.
Autre point positif pour le réseau de transport en commun de la métropole, c'est le nombre d'abonnements mensuels qui continue de grimper. Plus 2,5% par rapport à 2024, soit 58 000 abonnés. Les ventes de passes, de leur côté, ont augmenté de 3%. Avant, j'avais un pass, j'avais l'abonnement normal à 38 € et qui me servait bien aussi. Donc, j'ai fait en fonction de mes voyages. En fait. Donc, vu que j'ai réduit mes voyages, du coup, j'ai réduit j'ai pris un pass qui était plus intéressant pour moi. À noter les succès populaires des samedis gratuits en septembre, octobre et novembre qui ont entraîné une augmentation en moyenne de 20% de la fréquentation des bus et tramways. Des collectivités vont debout contre la demande de l'État de mettre fin au congé menstruel. C'était une mesure qui avait été instaurée par plusieurs collectivités d'Indre-et-Loire, comme les municipalités de Tours, Lariche, Benay, Avoine et Chinon, ou encore les communautés de communes Gâtine-Racan et Chinon-Vienne-et-Loire. Mais depuis le début de l'année, la préfecture leur impose de supprimer cette autorisation spéciale accordée à leurs agentes. Le motif, le congé menstruel ne serait pas légal au regard de la loi. Mais à Chinon, on ne l'entend pas de cette oreille. Léa Turquier. Mélanie est graphiste et chargée de projet. Depuis 2024, comme tous les agents de la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire, de la ville de Chinon, d'Avoine et du CIAS, elle peut bénéficier d'un congé menstruel à hauteur de 2 jours par mois sous la forme d'autorisation spéciale d'absence sur présentation d'un certificat médical. La réalité est bien loin des abus parfois supposés. Mélanie est la seule fonctionnaire à l'avoir utilisé depuis sa mise en place pour 3 demi-journées. C'est une façon de déculpabiliser les femmes d'avoir mal et de pouvoir avoir le droit d'avoir mal. Ce congé-là et cette équité-là me permet de dire, voilà, moi en tant que femme, je ne peux pas remplir ces tâches-là ce jour-là. Je l'ai fait pendant des années de venir bosser ou poser des congés d'ailleurs, certains jours parce que je ne pouvais pas faire autrement. Donc là, c'est une vraie respiration. C'est un trésor en fait au sein d'une collectivité, je trouve. Il y a quelques semaines, les collectivités chinonnaises ont reçu un courrier de la préfecture d'Indre-et-Loire demandant l'abrogation de cette mesure. L'État s'explique. Les autorisations spéciales d'absence, ASA, pour règles incapacitantes, ne sont à ce jour pas prévues par la loi. En l'absence de fondement législatif ou réglementaire, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ne peuvent légalement instituer de tels dispositifs. Sauf que les élus chinonnais ne sont pas de cet avis. Ils ont décidé de conserver la délibération concernant les congés menstruels. C'est donc le début d'une bataille juridique. On est des bons Gaulois qui défendons cette ASA pour règles difficiles. On doit, pour des phénomènes naturels comme ça, faire en sorte que les agents ne soient pas en difficulté au travail. 2 courriers ont déjà été envoyés ce mois-ci pour défendre ces congés. Un retour gracieux du côté de la préfecture d'Indre-et-Loire et une demande de décret d'application pour les autorisations spéciales d'absence des fonctionnaires à destination du Premier ministre. L'Université de Tours alerte encore sur l'état de ses finances et on en parle ce soir dans ce journal. Oui, comme la majorité des universités françaises, elle est aujourd'hui en déficit. Il s'élevait à hauteur de 16 800 000 € à la fin de l'année 2025. Or, la loi de finances qui vient d'être adoptée va entraîner à nouveau un surcoût. On en parle avec notre invité, le président de l'Université de Tours. Bonsoir Philippe Rouinjard, bienvenue sur notre plateau. Alors déjà, on peut se poser la question, est-ce qu'au vu de l'état de vos finances, il faut craindre une dégradation future de l'enseignement à Tours ? On va tout faire pour garder la qualité de l'enseignement, garder nos capacités d'accueil, mais je vous avoue qu'on est inquiet, à Tours comme ailleurs, j'ai envie de dire, parce que l'état de l'Université de Tours est un peu le même que dans d'autres universités en France, avec quand même un petit problème supplémentaire, c'est que quand on regarde un peu la dotation des universités et qu'on se compare entre nous, on voit qu'à l'Université de Tours, on est sous-doté. Donc c'est-à-dire qu'on a une dotation bien moindre par rapport au nombre d'étudiants qu'on accueille par rapport à d'autres universités. La part du PIB investi par la France dans la recherche, c'est 2,2%. C'est en deçà de plein d'autres pays comme l'Allemagne, la Corée du Sud ou les États-Unis. Clairement, vous n'êtes pas assez aidés. C'est un vrai problème, c'est les messages qu'on essaye de faire passer au gouvernement, c'est que... alors, on voit bien que la situation du pays, elle est compliquée, hein, ça on ne peut pas le nier, mais l'enseignement supérieur, la recherche, c'est quand même ce qui va former les jeunes qui vont avoir un impact ensuite sur l'économie du pays. Il y a des études très sérieuses qui montrent qu'un euro investi dans l'enseignement supérieur, c'est un retour de 3 à 4 euros sur l'économie en France. Donc négliger cet enseignement supérieur, cette recherche vraiment
encore une fois, au bénéfice de la formation des jeunes qui vont avoir un impact dans l'économie, c'est effectivement un vrai problème pour un pays comme la France. Et effectivement, nous sommes très en retard maintenant du PIB par rapport à des pays voisins. Et il vous manquerait combien à Tours Pardon ? aujourd'hui? Vous savez combien il vous manquerait à Tours aujourd'hui? Ah oui, je peux vous le dire, pour être dans la moyenne nationale des universités françaises, ramener au nombre d'étudiants à peu près 25 à 28 millions. C'est simple, on est 1 000 € en dessous de la moyenne nationale de dotation par étudiant et on a 32 000 étudiants, dont 28 000 à Tours. Donc, voyez, vous faites le calcul, il nous manque à peu près 28 millions pour être dans la moyenne nationale. Et avec le nouveau projet de loi de finances qui vient d'être adopté, vous anticipez une année 2026 encore plus difficile? Très difficile, très difficile. Les annonces du ministre hier, heureusement, montrent que ça sera moins pire que ce qui était prévu par rapport à ce qui avait été annoncé en décembre, mais ça reste très, très compliqué. Avec quelles conséquences directes, concrètes qu'on pourra avoir dès 2026? Des rénovations de bâtiments qu'on ne pourra pas faire, malheureusement, et on va être obligé de réduire nos dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire que, oui, forcément, on va dégrader un petit peu les capacités d'adaptation, de réduire sans doute des formations, sans réduire les capacités d'accueil, mais peut-être réduire quand même un certain nombre d'heures. Enfin, tout ça, il va falloir que... les recrutements, la campagne d'emploi est faite, elle est préparée, on va la maintenir, mais c'est la prochaine, moi, qui m'inquiète. Vous parliez de travaux. Justement, vous avez inauguré le nouveau site des tanneurs. Une partie du site a été rénovée. Oui. Il reste encore beaucoup à faire, notamment le bâtiment central, dont les murs, on le voit direct quand on vient à côté, sont en très mauvais état. Mais les travaux sont estimés à au moins 65 millions d'euros. Oui. Au vu de ces difficultés budgétaires, quand on va pouvoir s'attendre à ce que ce soit mis en route, ce projet de rénovation? Alors, quand on a fait l'inauguration justement du bâtiment des tanneurs, c'est un message que j'ai fait passer effectivement à nos financeurs, l'État, la région, la métropole, qui en sont bien conscients. Maintenant, c'est des sommes considérables, 65 millions, vous l'avez dit. On attend le prochain contrat de plan État-région. Après 2027, il y aura, on l'espère, un nouveau contrat de plan État-région, mais qui ne suffira pas. On étudie la possibilité d'emprunter. Ça peut être intéressant parce qu'on a un retour quand même sur un investissement. Là, les travaux qui sont faits aux tanneurs permettent de générer 30% d'économie d'énergie. C'est considérable. Maintenant, vu la situation budgétaire incertaine sur les établissements des universités françaises, et l'université de Tours en particulier, c'est quand même un peu compliqué d'envisager un emprunt. Mais ça pourrait être une solution avec un certain nombre de garanties d'une dotation récurrente, régulière et au niveau de nos besoins, parce que ça nous permettrait effectivement de faire des économies d'énergie et puis de faire évoluer nos étudiants, nos étudiantes dans un environnement quand même complètement rénové, ce dont on a besoin. Vous allez quand même continuer à apporter de nouveaux projets en 2026, notamment l'idée de renforcer le lien avec les entreprises? Oui, ça c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec les entreprises, notamment via la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, avec qui on a signé une convention de partenariat renforcé pour mettre en place des événements de découverte des entreprises par nos jeunes, les futurs diplômés, renforcer l'accueil de doctorants dans les entreprises aussi avec un dispositif qui s'appelle les bourses CIFRE, favoriser l'apprentissage aussi parce que c'est une voie intéressante c'est un vrai tremplin pour l'insertion professionnelle de nos jeunes. Ça permet aussi de faire des études à des jeunes qui ne pourraient pas faire d'études parce que la formation par apprentissage permet de faire des études financées. Donc il y a plein d'intérêts, à la fois pour l'université, nos jeunes, nos étudiants et pour les entreprises. Donc des projets dont vous allez sûrement parler lors des portes ouvertes de l'université qui auront lieu ce samedi 7 février. C'est vraiment le moment d'y aller là pour les lycéens et les étudiants qui sont en plein Parcoursup, aller se renseigner? Absolument, allez vous renseigner, découvrez l'université, découvrez nos formations, découvrez aussi... rencontrer les enseignants et puis voir aussi tout ce qui peut se faire en accueil pour nos étudiants. On fait tout pour favoriser l'insertion de nos étudiants dans l'université. Évidemment, il y a les formations, mais il y a aussi un service de santé étudiante, il y a aussi nos associations étudiantes qui sont présentes aussi, qui permettent d'avoir une vie étudiante très riche. Elle est très très riche à l'Université de Tours. On a plus de 100 associations étudiantes. Donc moi, j'encourage tous les jeunes à venir découvrir l'université. Merci beaucoup Philippe Froingard d'être venu sur notre plateau.
On va ouvrir une page sport à présent. On va faire le point sur les résultats d'hier en volley, mais aussi en basket, Faustine. Oui, en volley, d'abord le TVB s'est incliné en 5-7 face à Toulouse. Il s'agit de leur première défaite à domicile de la saison. Il reste toutefois premier au classement de la Marmara Spike League. Et puis en basket, le TMB vainqueur face à Rennes, 82-70. Ainsi, les Tourangeaux s'offrent une entrée dans la poule haute et assurent leur maintien en National 1. Et puis la DA Blois a aussi remporté d'un cheveu son duel face à Orléans en demi-finale pour retour de la Leader Cup. 83-81, les Blésois ont livré une grosse prestation mais insuffisante pour combler l'écart de leur défaite lors du match aller. Ils ne se qualifient malheureusement pas pour la finale. On va parler à présent, Faustine, des bibliothèques d'Aglopolis qui sont en opération désherbage. Alors non, on ne parle pas de jardinage, mais bien de livres désherbés. Dans le langage des bibliothécaires, ça veut dire éliminer et renouveler des collections. Alors à Blois, un grand tri est donc effectué en ce moment pour faire de la place dans les rayonnages, des ouvrages qui sont proposés à prix réduit au grand public. Hélène Chaplet. 900 livres ont été achetés en 1 heure. C'est bien la preuve que l'opération était attendue. 3 ans qu'il n'y avait pas eu de désherbage à la bibliothèque Abbé Grégoire de Blois. 10 000 livres sont donc à vendre à tout petit prix jusqu'à samedi. Des ouvrages jeunesse, des romans, mais aussi des livres scientifiques ou des magazines. Un bon plan quand on souhaite enrichir sa bibliothèque. Je suis venu chercher des livres concernant la peinture puisque ma fille se destine peut-être à l'école du Louvre dans 2 ans et elle m'a chargé de prendre le maximum d'ouvrages concernant la peinture notamment. Et là je trouve effectivement des ouvrages très intéressants. J'ai retrouvé donc un document qui s'appelle « Les écrans de nos enfants ». Le meilleur ou le pire, effectivement, c'est un sujet d'actualité pour nous qui accueillons des enfants de 0 à 3 ans à la crèche, avec une problématique autour de la surexposition des enfants sur les écrans. Je suis enseignante mathématiques et sciences. On les sensibilise beaucoup, c'est dans notre programme au niveau de l'écologie. Donc voilà, le but c'était vraiment de trouver des livres pour les sensibiliser à ce sujet. Les murs des bibliothèques d'Aglopolis ne sont pas extensibles. Pour accueillir de nouveaux ouvrages en permanence, il faut donc régulièrement faire de la place en se séparant des ouvrages les moins consultés ou plus d'actualité. Pendant 3 jours, ils sont donc proposés à 50 centimes ou 1 euro. À chaque vente, on a beaucoup de monde, donc c'est gratifiant. Parce que moi, mettre un livre à la poubelle, j'ai beaucoup de mal. Donc là, qu'il ait une seconde vie, c'est vrai que pour moi, c'est l'idéal. Les livres qui ne sont pas vendus au cours de ces 3 jours sont donnés à une association blésoise qui les récupère gratuitement. Et après, elle en fait une distribution ou dans les écoles, ou dans les EHPAD, ou dans les hôpitaux. Pour ce premier jour de vente, tous les ouvrages désherbés n'ont pas pu être sortis des réserves. Il y aura donc encore du stock et l'offre sera renouvelée pour les visiteurs de vendredi ou samedi. L'argent récolté au terme de ces 3 jours retournera dans les caisses d'Aglopolis. Allez, pour finir ce journal, place à notre rubrique. On vous répond avec notre invitée ce soir, Elisabeth Malice, la directrice de la CAF Touraine. Pour répondre à cette question, aide aux parents. C'est quoi les mardis spaghettis? Bonsoir Elisabeth, bienvenue sur notre plateau. Alors, on connaît tous la CAF pour les prestations familiales, mais moins pour ses sorties avec les mardis spaghettis, une initiative originale qui humanise l'accompagnement à la parentalité en sortant du cadre administratif classique. C'est vrai, les mardis spaghettis, c'est un nom qui interpelle. C'est quoi exactement? Comment l'expliquer à nos amis téléspectateurs ce soir? Bonsoir Aurélien. Les mardis spaghettis, ce sont des émissions mensuelles, des rendez-vous en fait mensuels à destination des parents proposés par la CAF Touraine. L'idée est effectivement de parler de parentalité sans tabou et de croiser en fait les paroles des parents et les paroles de professionnels. À quel besoin, du coup, ça répond précisément? C'est des demandes qui pourraient être faites par les parents sur des aides particulières qu'on fait en dehors du cadre, c'est vrai, administratif? Alors, on constate, en échangeant avec les professionnels, que les parents ont souvent besoin d'être rassurés dans leur pratique. Être parent n'est pas forcément simple. Donc, les parents ont besoin d'espace, de pouvoir échanger aussi avec des professionnels, échanger entre eux. Et c'est ce que nous proposons au travers de ces mardis spaghettis, donc pour dénouer, un peu comme des spaghettis, si vous voulez, dans un plat, plutôt les nœuds de la parentalité. Il y a 3 formats qui existent des mardis spaghettis, c'est ça? Oui, donc nous proposons chaque trimestre un thème qui est traité de 3 façons. Donc nous proposons à chaque fois une émission qui est diffusée sur YouTube. Nous proposons un rendez-vous en présentiel
Et puis nous proposons aussi des podcasts parce qu'on considère que les parents ont parfois des habitudes un peu différentes, donc on leur laisse le choix. Le prochain rendez-vous, c'est le 10 février prochain. Qu'est-ce qui va se passer précisément ? Alors, le 10 février, mardi 10 février, de 19 à 21h, nous attendons les parents au centre social Courteline, donc à Tours, pour échanger justement sur cette thématique, être parent d'un enfant en situation de handicap. Comment ça va se passer cette soirée C'est une soirée super conviviale et puis on propose aux parents aussi bien évidemment de partager avec nous un plat de spaghettis. Si on regarde Val-de-Loire TV, ce soir qu'on est parents, qu'on a des questions à poser à la CAF, c'est l'occasion d'y aller. Qui peut y aller? Comment s'inscrire? Tous les parents peuvent y aller, c'est sans inscription. Les parents peuvent effectivement consulter toutes les informations sur le site Parents Touraine. Ce sera l'occasion de rencontrer le pôle ressources handicap, de rencontrer la MDPH aussi, et puis d'autres professionnels et de répondre effectivement, de poser ces questions. Sans aucune contrainte, voilà, libre parole avec des professionnels en face. Tout à fait, et bien sûr c'est gratuit. Alors, plus globalement, au-delà des mardis spaghettis, il y a plein de dispositifs de la CAF autour de la parentalité. C'est peut-être important de les rappeler en conclusion de ce rendez-vous. Bien évidemment, puisque la parentalité, c'est au cœur des politiques publiques qui sont portées par la CAF. Donc, nous versons des aides à destination des parents, mais nous finançons aussi des équipements, des accueils de loisirs, des structures petite enfance, en investissement, en fonctionnement. Et puis, bien évidemment, nous soutenons aussi les projets de nos partenaires, des associations sur la thématique de la parentalité. Toutes les informations, caf.fr. Oui, et puis sur notre site Parents Touraine. Parents Touraine, et puis mardi spaghetti, rendez-vous donc le 10 février prochain. Tout à fait. Pour un plat de spaghetti, mais pas que, on l'aura compris. Merci beaucoup Elisabeth Malice d'être venue en plateau ce soir. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup Faustine. Merci Aurélien. Bonne soirée à tous. Dans un instant, la suite des programmes et on vous donne rendez-vous demain 17h50 pour un nouveau numéro de Val-de-Loire en direct. À demain.